je suis accompagnée de Mme Alexandra Matt-Landry. Alexandra est professeure agrégée à l'École de travail social et de criminologie et titulaire de la chaire Richelieu de recherche sur la jeunesse, l'enfance et la famille. Psychologue et neuropsychologue, elle valorise la recherche interdisciplinaire et intersectorielle en partenariat avec les milieux de pratique. Ses travaux visent à améliorer les connaissances sur le trauma et le développement des enfants, ainsi qu'à développer et à évaluer des pratiques innovantes sensibles au trauma. Bonjour Alexandra. Bonjour Mégane. Merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, vraiment. L'objectif de ce balado va être d'explorer les différentes formes de stress et comment il va être possible de soutenir le développement et la réussite des enfants qui y font face. Je commencerai peut-être en vous disant que le stress, c'est un sujet qui est d'actualité, hein, tout le monde en parle. Est-ce que le stress, c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que toutes les formes de stress sont sur le même pied d'égalité? Bien, c'est vraiment une bonne question parce qu'effectivement, hein, on en entend tellement parler. Ouais. On devient presque stressé à entendre parler du stress. C'est une grande question qui mériterait une grande réponse, probablement beaucoup plus de temps qu'on a ensemble aujourd'hui. Fait que je vais me restreindre un petit peu dans ma réponse, me concentrer sur certaines choses. Mais pour dire d'abord et avant tout que le stress, il peut être tout à fait utile. Utile pour permettre la survie, l'adaptation, les apprentissages. Mais il y a des contextes, et c'est à ces contextes-là que je m'intéresse dans mes travaux de recherche, des contextes où le stress peut devenir plus problématique, même toxique, et c'est vraiment ça qui m'intéresse. D'ailleurs, dans mes travaux, moi, je mobilise un modèle que je vais simplifier quand même aujourd'hui, mais un modèle qui permet d'identifier 3 formes de stress, puis qui montre aussi que ces 3 formes de stress sont effectivement pas toutes égales. Okay. En termes des effets qu'ils peuvent avoir sur le développement des enfants. Donc, premier, je commence avec un stress positif. Fait que là, son nom le dit. Évidemment, ça peut avoir des effets qui sont positifs sur l'adaptation, les apprentissages. Un stress positif, ça serait un stress, une forme de stress qui serait vécu quand un enfant, par exemple, vit un événement qui est un peu stressant, mais plutôt normatif. Là. On pense à un examen à l'école, une présentation orale, quelque chose comme ça. Donc, ça mobilise la préparation, les apprentissages. Ça n'a pas d'effet à long terme sur le développement de l'enfant. Deuxième, le stress tolérable. Donc, dans le contexte d'un stress tolérable, on a un événement quand même plus stressant, un événement plus exceptionnel ou unique. On pense par exemple à un enfant qui se ferait frapper par une automobile. Okay. On s'entend que ça sort, que c'est pas quelque chose. Tous les jours, là. Non, c'est ça. C'est pas quelque chose qui s'inscrit dans le normal, mais c'est un événement qui est unique dans le sens qu'il y a un début, il y a une fin. C'est un accident. Malheureusement, c'est arrivé à cet enfant-là. Puis, très, très important, dans le stress tolérable, l'enfant aurait la chance de bénéficier d'un effet protecteur de la part d'une personne adulte ou d'une autre forme de figure de soutien qui peut avoir un effet protecteur en croyant l'enfant, en le soutenant, en l'accompagnant à travers cet événement. Donc ça, vraiment, ça nous rappelle l'importance que peuvent avoir les adultes, les parents, d'autres adultes significatifs dans la vie des enfants pour avoir cet effet protecteur. On a comme déjà un petit peu des premières pistes d'action qui émergent. Là. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, moi, ici, là, le message clé, c'est de se dire, faut pas négliger le rôle qu'on peut avoir protecteur auprès des enfants quand ils vivent des formes de stress tolérables ici. La dernière forme de stress, c'est un stress qu'on dit toxique. Encore là, son nom vend un peu le punch. C'est un stress qui, lui, peut vraiment avoir des effets à plus long terme, de façon plus substantielle sur le développement des enfants. Et ici, c'est différent. Ici, on est dans un contexte plus de parcours de vie qui est teinté par l'adversité. Le fait qu'un enfant, malheureusement, il est exposé de façon répétée, prolongée, à des expériences de vie très difficiles. On pense à l'abus, à la négligence. Puis, dans ces expériences-là, malheureusement, ça peut impliquer les parents ou d'autres figures de soins. Donc, cet effet protecteur qui peut être possible et qui peut rendre un stress tolérable, bien, il n'est plus là. Puis en plus, on s'entend, hein, c'est des événements qui menacent l'intégrité psychologique, physique de l'enfant, peuvent affecter son sentiment d'identité, peuvent être associés à un sentiment de trahison aussi. Donc là, vraiment, on est dans une autre forme de stress. Ce stress-là, évidemment,
peut avoir des effets sur le développement de l'enfant, sur le développement du cerveau. C'est bien documenté et plus largement, tous les domaines de développement. Puis moi, c'est à ce stress-là que je m'intéresse dans mes travaux. Au stress toxique, mes travaux portent sur le développement des enfants qui ont un trauma complexe. Trauma complexe, ça ressemble un peu au stress toxique. C'est différent. Je vais me permettre de l'expliquer un peu. Le trauma complexe, c'est la situation où un enfant, effectivement, il est exposé de façon répétée, prolongée à des expériences d'abus, de négligence, d'autres formes de problématiques familiales. Ça, au long cours et lors de périodes vulnérables du développement. On sait comment il y a tellement d'acquis développementaux qui se font à la petite enfance, entre autres, à l'âge préscolaire, mais aussi tout au long de l'enfance, l'adolescence. Puis le fait de vivre ça, ces expériences-là, ben ça peut ébranler vraiment là, significativement ces acquis développementaux qui devraient se faire. Puis il y a vraiment quelque chose d'important aussi du fait que malheureusement, ben, ça implique parfois les figures parentales ou les figures de soutien qui autrement seraient responsables des soins de l'enfant. Donc le trauma complexe, moi, c'est vraiment à ça que je m'intéresse dans mes travaux. Mais finalement, on se dit, ben le trauma complexe, on peut vraiment l'associer au stress toxique. Là. Quand on regarde les deux, il y a des points de chevauchement. Vous avez parlé de, justement, trauma complexe, stress toxique. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquemment observé? C'est une bonne question qui est difficile à répondre. Parce que tant le stress toxique que le trauma complexe, ce ne sont pas des diagnostics officiels. Il y a eu certaines propositions pour le trauma complexe, mais quand même, sans diagnostic officiel, ça devient beaucoup plus difficile d'étudier des phénomènes. Les diagnostics ont leur utilité dans le sens où on s'entend collectivement sur qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui compose finalement une certaine situation, une certaine condition. Donc, en l'absence de diagnostic, on peut quand même avoir certaines informations en se tournant vers d'autres sources d'informations. Puis, ce que je propose, c'est qu'on puisse regarder, en fait, la fréquence de ces expériences d'abus, de négligence, d'autres problématiques familiales pour avoir une petite idée au moins de comment ça pourrait se présenter, comment ça pourrait être prévalent ou fréquent dans la population, ce fameux trauma complexe. Il y a des centaines d'études qui ont été faites vraiment sur le sujet, qui documentent de façon répétée que malheureusement, ces expériences sont fréquentes. Une méta-analyse assez récente, 2023 ou 2024, a été réalisée. Cette méta-analyse-là, ce qui est super utile, comme toutes les autres méta-analyses, c'est que ça combine plusieurs études ensemble. Fait que vraiment, en termes de robustesse scientifique, on a un niveau là, assez élevé. On peut avoir plutôt confiance. En plus d'autres éléments méthodologiques qu'on va considérer. Cette méta-analyse, qu'est-ce qu'elle nous montre? Plus de 200 études, plus d'1 demi-million d'individus. Donc, qu'est-ce qu'on observe? C'est que 60% des adultes rapportent avoir vécu au moins une forme d'expérience d'adversité à l'enfance, incluant l'abus, la négligence ou d'autres problématiques familiales. 60%. C'est énorme. C'est énorme, c'est trop élevé. Ce chiffre-là, 60%, c'est pas 60% des personnes qui ont un trauma complexe, parce que ce 60%, c'est vraiment le fait d'avoir vécu au moins une forme. Exact. Mais quand même, la méta-analyse va plus loin, puis là, c'est là que ça devient plus intéressant, puis peut-être plus proche du trauma complexe. C'est qu'elle va dire, bien, il y en a combien des adultes qui en ont vécu 4 formes ou plus? Puis on le sait, ça aussi, il y a beaucoup de recherches qui montrent qu'à partir de 4 formes ou plus d'expérience, un cumul comme ça d'expériences, ça augmente substantiellement les risques. Et la méta-analyse, qu'est-ce qu'elle nous montre? C'est que c'est 16% des adultes. Quand même. 16% des adultes, moi, j'aime toujours faire la comparaison avec le nombre d'enfants dans une classe. C'est 4 enfants dans une classe de 25. C'est quand même beaucoup, tu sais, de se dire qu'il y a 4 enfants dans une classe de 25, que leur parcours de vie, il est marqué comme ça par des expériences de vie difficiles qui, on sait, peuvent vraiment avoir des effets très importants sur le développement des enfants. Mais heureusement, on peut faire des choses. Puis j'imagine que tu allais peut-être aller vers là. Puis, tu sais, moi, je dirais, heureusement, on peut faire quelque chose parce qu'autrement, je ne pourrais pas continuer ma carrière sur ce sujet, tu sais. On peut faire des choses, j'y crois fermement, mais la recherche aussi montre qu'on peut faire des choses, qu'on peut avoir des effets significatifs, qu'on peut les aider, ces enfants, et il y a de l'espoir.
Moi, j'utilise les approches sensibles au trauma. Il y en a d'autres, des approches, des modèles d'intervention. C'est celles que je préconise, les approches sensibles au trauma, qui ont montré aussi des effets significatifs, positifs, tant chez les enfants directement concernés que chez des personnes qui interviennent auprès d'eux ou l'utilisation de mesures plus restrictives ou punitives aussi qui sont diminuées avec ces approches-là. Je vais prendre un moment pour expliquer qu'est-ce que c'est quand même. Le nom évoque un peu qu'est-ce que ça peut être, mais quand même, je vais prendre un moment pour l'expliquer. Mais juste avant, je veux quand même dire que même si il y a le mot trauma dans les approches sensibles au trauma, évidemment, elles ont été pensées pour ces enfants, ces individus qui ont un vécu traumatique, ben, on peut quand même les mobiliser auprès de tous les enfants. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet néfaste documenté, donc vraiment, ça peut être une approche plutôt universelle qui sera probablement bénéfique chez les autres enfants qui vivent d'autres formes de stress, mais qui sera particulièrement importante pour ceux qui ont un stress plus toxique ou qui ont un trauma complexe. Fait que ça, c'est important aussi. Je pense que c'est un autre message clé. Mais qu'est-ce que c'est? Les approches sensibles au trauma, ce sont des approches systémiques qui vraiment vont modifier notre manière de voir les choses, notre manière de penser, nos manières de faire. C'est vraiment une approche qui va nous inviter, évidemment, à nous rappeler qu'il y a cette possibilité très élevée que les jeunes qu'on accompagne puissent avoir vécu des expériences de vie difficiles, que ce soit une ou plusieurs cumulées. Puis que dans ce contexte, on a besoin de s'adapter. S'adapter dans nos manières de faire. Les environnements, on veut s'assurer qu'ils soient sécurisants, accueillants, engageants. Notre pratique, notre posture comme personne intervenante ou comme parent, figure de soins, s'assurer que cette posture tienne compte de cette réalité qui aussi, on reconnaît, a des conséquences, affecte le fonctionnement des jeunes. Donc vraiment, ça vise à ce que nos pratiques, nos politiques, nos procédures tiennent compte de cette réalité que le trauma, c'est l'affaire de plusieurs personnes. Moi, je pense que ça nous concerne tous, même si on n'est pas directement touché, et que donc, on doit faire autrement pour mieux accompagner les personnes. Si on est un parent ou un professionnel qui travaille avec les jeunes, comment est-ce que c'est possible d'adopter une approche qui est sensible au trauma? Une des forces des approches sensibles au trauma, c'est que c'est systémique. Ça peut être utilisé, adopté par plusieurs personnes, dans plusieurs milieux, de plusieurs façons. Mais c'est aussi un défi, hein, parce que des fois, on aime avoir des pistes un peu plus concrètes. Mhm. Et le modèle attachement, régulation et compétences, ARC, nous offre des pistes très concrètes. Et en plus, tant les approches sensibles au trauma que le modèle ARC plus spécifiquement, ils sont déjà pas mal présents au Québec. OK. Non seulement dans les services de protection de la jeunesse, de façon assez évidente, hein, on a des enfants qui sont concernés dans ces services-là, mais aussi dans les écoles. Ce modèle est présent dans les classes spécialisées, mais pas seulement. De plus en plus, là, il y a un essor important de ces approches au Québec, entre autres avec le modèle attachement, régulation, compétences ARC. Ce modèle-là, c'est un modèle d'abord qui vise à outiller les personnes intervenantes, mais il a été adapté aussi pour d'autres donneurs de soins, finalement. On pense à des parents biologiques, des parents d'accueil ou d'autres personnes qui peuvent être des piliers de résilience pour les enfants. C'est un modèle, à nouveau, qui cible davantage ceux avec un trauma complexe, mais qui pourrait être mobilisé aussi là, auprès d'autres enfants qui vivent tous et toutes d'autres formes de stress. Le modèle ARC, c'est un modèle qui va viser à ce que l'enfant puisse avoir une base relationnelle, une base relationnelle sécurisante. On va vouloir aussi soutenir l'acquisition de compétences et de capacités de régulation. Des capacités de régulation, des stratégies de régulation qui seront cependant soutenues par l'adulte. On ne veut pas laisser l'enfant apprendre ses stratégies puis être tout seul avec lui-même avec ça. Donc, l'importance quand même du rôle de la personne adulte, que ce soit une personne intervenante, un parent ou une autre figure de soutien. Donc, en gros, le modèle ARC, je dis en gros parce que c'est un bon bouquin quand même avec plusieurs chapitres. Donc, en quelques mots, ça donne une idée. Puis parce que c'est un modèle assez conséquent quand même, qui donne beaucoup, beaucoup de pistes, je veux en sélectionner une plus particulièrement, puis en parler un petit peu plus aujourd'hui
parce que je pense que c'est vraiment un élément clé de l'intervention avec le modèle ARC, c'est ce qu'on appelle la syntonie. La syntonie, des fois, on va dire l'ajustement empathique aussi, et ça concerne vraiment la posture de la personne adulte, que ce soit un intervenant, un parent, peu importe, un autre adulte significatif, une posture qui soit axée sur l'accueil, la sensibilité aux besoins de l'enfant, aux émotions. Être capable de détecter aussi les signaux que nous envoie l'enfant. Avoir cette posture-là, juste assez calme, qui nous permet d'être réellement attentifs. Des signaux verbaux, des signaux non verbaux qui veulent peut-être dire quelque chose, on va être amené à le traduire. C'est être un détective des émotions. Trouver, mais qu'est-ce qui se cache donc derrière le comportement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'il me dit, mais qui ne me dit pas réellement avec des mots peut-être? Voir c'est quoi qui se passe derrière ça. Des émotions qui sont peut-être non régulées, que l'enfant aura besoin d'aide, effectivement, d'un adulte pour soutenir la régulation, des besoins aussi qui peuvent ne pas être comblés. Puis les besoins sont vraiment très, très importants dans le modèle ARC, les approches sensibles au trauma. On a tous et toutes des besoins physiologiques, affectifs ou autres. Ben, ces enfants qui ont vécu des expériences d'abus, de négligence, ça se pourrait que dans leur vie, ces besoins-là, ils aient été peu comblés, puis qu'ils soient actuellement peu. Besoin d'affection, besoin de s'affirmer peut-être, besoin d'écoute. Puis quand ces besoins-là ne sont pas comblés, bien, ça se pourrait que ça se manifeste par certains comportements. Des comportements, des fois, qui sont jugés comme perturbateurs, oppositionnels, dérangeants. On pourrait penser à plein de qualificatifs. Ces enfants-là, ils ont souvent beaucoup d'étiquettes qu'ils ont reçues. On voudra évidemment s'en détacher. Puis c'est là, dans cette posture de détective, qu'on peut y arriver. Puis c'est ça, finalement, la syntonie. Puis on revient vraiment à l'importance de la personne adulte pour ces enfants-là. En guise de conclusion, qu'est-ce qui devrait être fait de manière concrète pour pouvoir soutenir le développement et la réussite d'un enfant qui vit ce type de stress-là? Oui, parce que si la syntonie est super importante, c'est un élément clé, ça concerne plus notre posture. Fait que, tu sais, je vais terminer avec 3 stratégies. Tirer des approches sensibles au trauma et plus précisément du modèle ARC. Puis la première stratégie qu'il ne faut pas oublier, c'est d'établir les routines. OK. Les routines, vraiment, sont importantes pour tous les enfants, ça, c'est certain. Puis on y pense beaucoup pour les petits-enfants. Des fois, on dirait qu'on a tendance à moins y penser pour les plus âgés ou quand ils sont rendus à l'école, surtout quand ils sont rendus à l'école secondaire. Mais ces routines-là sont vraiment importantes, surtout pour les enfants qui nous préoccupent aujourd'hui, ceux avec un trauma complexe, un stress toxique. Puis le but de ces routines, c'est de les sécuriser. On veut que ça soit prévisible. Prévisible. Tu sais, la prévisibilité, là, c'est sécurisant pour tous et toutes. Mais particulièrement, ces enfants-là en ont besoin parce que par le passé, ça n'a pas été prévisible leur vie, malheureusement. Donc, des routines qui peuvent être sécurisantes, rassurantes, puis qui seront individualisées à leurs besoins. Je reviens à leurs besoins aussi parce que il y en a peut-être un enfant que dans sa routine, le matin, il va avoir besoin de s'activer. Un autre, ça va être une activité plus reposante. Un moment seul, un autre avec un moment accompagné. Ça dépend. Fait que, d'où l'importance encore de la posture de syntonie. C'est pour ça que je disais que c'est un élément clé. Ça revient nécessairement. Fait que ça, c'est une première stratégie fondamentale. Établir les routines. Ensuite de ça, on peut penser à ces besoins qu'on a détectés, on espère, avec notre posture de syntonie. Comment on peut y répondre maintenant? Parce que si on se dit, OK, j'ai l'impression qu'il a besoin de s'affirmer, il a besoin peut-être de se sentir écouté, bien, comment on peut répondre à ces besoins-là? Parce que l'enfant, il va trouver des stratégies pour que ses besoins soient répondus. S'il a besoin de s'affirmer, s'il a besoin d'être écouté, mais peut-être que les stratégies fonctionneront pas tellement bien dans un contexte de classe ou avec les amis, puis ça pourrait amener des difficultés. Fait que comment on peut répondre autrement à ce besoin? Puis j'aime beaucoup l'image de l'iceberg qu'on mobilise beaucoup dans les approches sensibles au trauma, mais on la voit de plus en plus, cette image, mais elle est tellement parlante. Si à la pointe de l'iceberg, on imagine que c'est des comportements qui sont, encore une fois, jugés problématiques, peu importe qu'est-ce qu'on va dire, puis on se limite à ça dans notre intervention.
Ben, on manque une partie du portrait parce Une bonne qu'effectivement, tu sais, sous l'eau, c'est pas mal là que se retrouve l'iceberg. Et c'est la logique qu'on a ici. Ce qu'on se dit, c'est que, OK, ça risque de pas fonctionner peut-être nos interventions si on reste sur la pointe. On a besoin de plonger sous l'eau puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a pour découvrir peut-être un vécu traumatique, un stress toxique, qui a eu un impact sur le développement du cerveau. Et donc, là, je comprends mieux ces comportements. Mais on intervient finalement sous l'eau avec les besoins qui sont non comblés, les émotions qui sont non régulées, parce qu'autrement, ça risque peut-être de ne pas fonctionner. Puis ce qu'on pense, c'est que des comportements qui seraient moins recherchés, qu'on voudrait voir diminuer, bien, ils risquent de diminuer si on soutient la régulation des émotions puis on répond aux besoins. Puis ma troisième stratégie, ça concerne justement la régulation des émotions, soutenir la régulation des émotions. On l'a évoqué tantôt, on ne veut pas laisser le jeune avec ça tout seul. On parle parfois de co-régulation. La co-régulation, si on le simplifie, c'est l'état calme de l'adulte qui va aider l'enfant à retrouver un état calme. On voudra s'assurer que l'enfant en ait des stratégies de régulation des émotions. Des fois, ces enfants-là, ils ne s'en ont pas fait enseigner. Ils n'ont pas eu de modèle pour ça, malheureusement. S'assurer qu'il y en ait. Parce que des fois, ils n'en ont pas eu, puis ils en ont développé d'autres qui sont peut-être moins saines ou moins fonctionnelles, moins sécuritaires. On pense à l'automutilation, la consommation de drogue. Assurons de remplir la boîte à outils, mais on ne veut pas nécessairement qu'il ait besoin d'utiliser ces outils-là tout seul ou qu'il ait besoin de penser lui-même à ouvrir sa boîte à outils. Soyons là pour l'ouvrir avec lui, avec elle, la boîte à outils, pour lui montrer comment on utilise les outils, à être là s'il y a besoin d'aide. Tu sais, c'est vraiment, vraiment important avec ses enfants. Puis même chez les ados, ça peut rester vraiment important chez des enfants qui, comme ça, leur développement a été impacté par des expériences qu'aucun enfant devrait vivre. Merci beaucoup, Alexandra, pour ton partage de connaissances, tes pistes d'action. C'était vraiment très pertinent. Merci. Et à nos auditeurs, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous invite également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour être au courant lorsque de nouveaux épisodes vont sortir. À bientôt! Ce balado est une production de l'unité mixte de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs, ainsi que l'Université Laval. Nous remercions aussi les productions Upawa qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.